Alors, tu viens de me rappeler que j'avais été effectivement président de ton jury de thèse. Et moi, j'ai un souvenir extrêmement vif d'une discussion qu'on avait eue chez toi, qui était partie un peu à l'improviste et dans laquelle il était énormément question d'Aristote. À l'issue de cette discussion, je me souviens que j'ai passé une nuit extrêmement courte parce que j'ai relu dans la foulée, lu ou relu dans la foulée un certain nombre de textes du dit Aristote. Et ça va d'une certaine manière revenir dans ce que je vais dire dans quelques minutes. Mais quand j'ai reçu l'appel à communication que tu as rédigé, dans lequel tu m'invitais ou tu me demandais si je voulais ou pouvais venir ici aujourd'hui ou demain, je me suis trouvé, comment dire, en difficulté, notamment par rapport soit à cette discussion, soit aux lectures subséquentes d'Aristote, parce que il me semble que dans l'appel à communication, disons, la tendance consiste à contester le propos d'Aristote, le vieux propos d'Aristote, la question de savoir s'il est si vieux que ça, affirmant quelque part que nous serions bien avisés, quelque chose comme ça, de ne pas confondre le registre de la poiesis et celui de la praxis, ou si on traduit un peu, bon, c'est le problème de traduction compliqué, mais le registre de l'œuvre, du faire-œuvre, ou du faire, avec celui de l'action. Et il me semble que l'appel à communication, à plusieurs endroits, laisse passer les termes les uns dans les autres. Hein, il y en a même d'ailleurs d'autres qui apparaissent, actes, processus, etc. Je t'ai donc écrit aussitôt que je viendrais bien volontiers, mais que je ne pouvais pas soutenir l'appel à communication. Et j'ai énormément travaillé pour venir ici, jusqu'à hier soir, pour rédiger un texte que je pense avoir pesé. Alors, Jean-Luc Nancy m'a appris que c'était les mêmes étymologies, peser et penser. Bien peser, penser, pensare. Donc j'en ai pesé les termes, peut-être de façon un peu trop dense, peut-être de façon un peu trop parfois allusive. Disons que le fond de l'affaire, c'est une interrogation, même peut-être un peu plus, une thèse, sur cette question de savoir si, en effet, l'avertissement d'Aristote est passé ou pas. Est-ce que nous serions avisés de l'avoir à l'esprit ou bien est-ce que finalement, peu importe. Alors, je précise que rien ne dit que Aristote lui-même ait soutenu son propre avertissement. Mais quand même, c'est dans le texte. Pour moi, dans mon histoire, je pense que ça se voit, je suis beaucoup moins jeune que beaucoup d'entre vous, il y a deux avertissements philosophiques qu'on trouve dans les vieux textes, qui sont des phrases qui passent au passage. Il y en a une chez Platon, dans le Sophiste, où à un moment on dit « Oh, nous serions, en substance, nous serions bien avisés de ne pas considérer que quelque chose peut venir automatiquement au monde. » Et la discussion par ailleurs, c'est très clair dans le dialogue, il est dit ça et les interlocuteurs passent. Pourquoi il y a ça dans le texte? Voilà. Même chose avec l'avertissement d'Aristote. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, alors que peut-être lui-même ne soutient pas par la suite son propre avertissement? Pourquoi il est là dans le texte et qu'est-ce que ça peut nous faire aujourd'hui? Voilà. Donc fin du premier préambule, j'en ai un second qui sera beaucoup plus court et qui m'est venu là, dans cet après-midi, en écoutant celle qui me précédait. Je vous propose de réfléchir à quelques cas, je vais vous proposer de réfléchir à quelques cas qui sont encore des œuvres. Donc c'est cette petite affaire de savoir qu'est-ce qui fait que quelque chose est encore une œuvre. Voilà. D'une certaine manière, ça ne passe pas. Bon. Alors, fin vraiment des préambules, j'ai préparé donc un texte, un propos en 4 parties, et je rassure tout de suite le public, la 4e sera courte. Hein, donc, voilà. Bien, alors première partie, premièrement, je vais parler le langage d'Aristote. Mais d'abord,
par hypothèse, me voici avec sous les yeux un poème de Baudelaire, par exemple, à une passante. Je choisis celui-ci, d'autres sont parfaitement possibles, celui-ci étant particulièrement travaillé par Walter Benjamin, je m'y arrête. Donc me voici avec, par hypothèse sous les yeux, le poème de Baudelaire à une passante. Ce poème a l'allure classique d'un sonnet. Je le regarde, 4 vers groupés, puis un blanc, puis 4 autres vers, et vous connaissez ensuite la structure du sonnet, 3 plus 3. Je m'apprête à lire ce poème, et en effet, je le lis comme tel, 4, 4, 3, 3. Bientôt, très vite même, ma lecture s'embrouille. Syntaxiquement, le 4e vers du premier quatrain se poursuit par et dans le premier vers du second quatrain. Et là, une phrase se clôt, si bien que la structure du phrasé qui peut se proposer avec le texte au fur et à mesure de la lecture n'est pas nécessairement, elle peut l'être, mais n'est pas nécessairement celle que j'ai vue d'abord. Donc non pas 4 plus 4 plus 3 plus 3, mais quelque chose comme 1 plus 4 plus 1 plus 2, et je vous passe la suite. De même, pour plusieurs vers, leur découpe classique d'alexandrin, 6 pieds à lire dans le même souffle, plus 6 autres pieds à lire dans un autre souffle, mais le même, cette lecture-là est possible, mais ça n'est pas la seule possible. Une autre l'est également, où les respirations sont plus diverses. Ma lecture est par conséquent constamment prise dans une tension que je dois dire, en suivant la définition du mot que je vais dire par Baudelaire lui-même proposé par ailleurs dans un autre texte, je veux dire cette tension moderne. Par exemple, la tension qui fait qu'il y a à la fois un alexandrin et pas, un alexandrin classique et pas. 6-6 et en même temps autre chose comme lecture possible. Il y a une tension permanente dans tout ce poème comme dans bien d'autres de Baudelaire. C'est moderne. Le mot moderne, modernité, je le prends au sens de Baudelaire. Je rappelle beaucoup ces derniers temps que ce mot est arrivé dans la langue française là, au moment de Baudelaire, par Baudelaire et pas avant. Je dis ça pour tous ceux de mes collègues qui parlent de la modernité de Descartes, par exemple. Chronologiquement, linguistiquement, c'est impossible. Bon. Donc, en tout cas, le poème de Baudelaire, il est moderne. Il y a 2 beautés, 2 registres de beauté, si vous préférez. Je dirais 2 modalités du beau en résidence constante dans la même œuvre. Comment penser une telle poésie? Est-ce que c'est un acte? Est-ce que c'est un processus? Réponse de ma part, ni l'un ni l'autre. Car si c'était un acte, alors cette poésie serait décidée avant que je la lise. Et si c'était un processus, se déroulant à ce moment-là, pour ainsi dire, de lui-même, c'est comme ça que j'entends un processus, en tout cas, si c'était un processus, cette poésie m'emploierait dans ma lecture sans que j'y puisse grand-chose. Or, ça n'est pas le cas, puisque toute lecture de ce poème est un choix. 6-6 ou un autre rythme. Alors, est-ce que c'est une action? Pas davantage, me semble-t-il, pour autant du moins qu'une action implique d'envisager une fin pour laquelle sont mises à contribution des moyens. Donc je vais revenir là-dessus, sur ce point tout à l'heure. Je suis en train, en fait, de mobiliser la définition de l'action telle qu'on la trouve chez Aristote. Qu'est-ce que c'est qu'une action? C'est quelque chose qu'on envisage de faire, alors pas n'importe quel faire, c'est un agir et pas un faire, j'y reviens. Mais ça suppose qu'on envisage une fin, une finalité, on envisage de faire quelque chose là-bas, plus tard, pour tout à l'heure. Et pour cela, on met à contribution des moyens. Ça, mettons par hypothèse, pour l'instant au moins, ça serait ça une action. Eh bien, le poème, quoi qu'il soit arrêté dans une certaine mesure, même dans une mesure certaine, j'y reviens, le poème n'est pas fini. Voilà.
est-ce que la notion de fin convient à ce poème et aux autres? Le poème n'est pas fini, puisque quand je le lis, il se passe quelque chose qui est variable, ou je ne sais pas s'il faut que je dise modifiable, en tout cas, ce n'est pas toujours la même. Même moi, je peux lire 2 fois à une passante et pas de la même manière. Donc le poème n'est pas fini, même s'il est arrêté. Il n'est pas fini, il est têtu dans son état, il est immobile dans cet état, mais cependant, il s'offre à des lectures, dont la mienne, qui en fait pour lui sont accidentelles. Alors, je parle latin. Accidit en latin, accident. Étymologiquement, ça veut dire, on traduit ça par un verbe impersonnel, il arrive. Hein, il arrive quelque chose de l'extérieur. Hein. Il arrive au poème qu'il soit lu. Mais ça lui fait rien, dans une certaine mesure, au poème. Ça lui change pas son état. C'est toujours écrit comme il écrit. Ma lecture est accidentelle, et cependant, elle a évidemment quand même quelque chose d'essentiel. Le poème est têtu, immobile dans son état, et cependant, il s'offre à des lectures, dont la mienne, qui sont pour lui accidentelles. Elles ne changent rien, en rien. Ça donne, et cependant, elles peuvent être, ces lectures, à chaque fois différentes. Le poème est par conséquent un appareil inépuisable. Alors, je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai pu essayer de penser dans ma vie sur cette notion d'appareil, mais je n'emploie pas le mot complètement au hasard. Et si j'avais le temps, je ferai une comparaison ici entre l'appareil qu'est le poème et évidemment l'appareil photographique, avec ses réglages, ses articulations variables. Jamais la donne de l'appareil n'est changée, et cependant, on va en faire des photos toujours différentes. Bon, je pense que le poème, si vous voulez, est un appareil inépuisable. Il demeure ouvert encore après que je l'ai lu, il demeure ouvert encore à d'autres appréhensions, il est lui-même inconscient de l'époque, la mienne et non la sienne, dans laquelle, en effet, moi, je le fréquente. L'époque du lecteur que je suis n'est pas l'époque du poème du moment de son arrivée dans le monde. Et je pourrais prendre évidemment d'autres exemples d'œuvres qui sont encore des œuvres bien plus anciennes. Les œuvres dans l'état têtu où elles se trouvent, ouvertes cependant à des lectures extrêmement différentes, ces œuvres sont en elles-mêmes inconscientes de l'époque dans laquelle nous, vous, moi, nous pouvons les fréquenter. Bien sûr, il est d'autres exemples que celui que j'ai pris. Me viennent alors à l'instant à l'esprit, c'est pas vrai, hein, ça m'est venu à l'esprit bien avant, mais c'est juste pour, bon, au moment où j'écrivais, ça m'est venu à l'esprit à ce moment-là. Bon, me viennent à l'instant à l'esprit, dans un certain désordre, rien de bien rigoureux dans ce que je vais dire à l'instant, les noms par exemple de Reznikov, pour ces poèmes justement nommés rythmes, qu'il faudrait lire, si on peut, en américain, parce qu'on voit bien en américain des jeux de déco visuel entre des mots qui éventuellement ne se prononcent pas de la même façon, ou l'inverse. Des mots qui ne s'écrivent pas de la même façon, mais qu'on peut prononcer de la même manière. Et ces poèmes extrêmement simples, justement intitulés rythmes, jouent sur ces espèces de décalages qui sont en fait tout simplement de la fabrication d'un rythme. Je pense aussi, s'il le faut, à telle ou telle façon de présenter la poésie de Dubouché, ou bien de Mallarmé, et figurez-vous même de Racine. Je pense à 2 vers de Bérénice, que je ne sais pas dire, tellement on peut les dire de façon différente. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Le nous, me, vous, c'est déjà thématiquement une façon de poser des polarités incroyables. Mais en fait, vous pouvez voir là, au fond, 2 alexandrins, mais aussi un enjambement du premier dans le second, des découpages en 6-6 ou des découpages en 3-3-6, 2-4-6. C'est rien est considérablement variable. Bon, donc je pense même à Racine. Et évidemment, je cite ce nom particulièrement intéressant puisqu'il s'agit, comme vous savez, d'un auteur réputé classique et pas moderne. Or, Racine n'est pas classique en tout point, lui et bien d'autres d'ailleurs. Son cas, parmi d'autres, devrait inciter à penser que la modernité dont je viens de donner le nom il y a quelques minutes n'est pas un moment daté dans son principe, c'est un mode
d'ailleurs c'est la même racine, hein, mode et modernité, un mode qui traverse le temps historique. Peut-être les œuvres qui demeurent en nos mémoires sont-elles mémorables, non pour l'acte qu'elles auraient effectué lors de leur inauguration, mais justement pour leur présence prolongée. Elles traversent, comme je viens de dire, l'histoire parce qu'il y va en elles, en ces œuvres, d'une articulation inerte, c'est-à-dire toujours là. Alors, même chose, petit arrêt, je mets le mot inerte. Je me souviens d'un commentaire de Benveniste dans les éléments de linguistique générale, dans lequel il fait l'étymologie de ce mot inerte, et il me semble bien qu'il dit qu'il y a quelques rapports entre lui, quelque chose qui concerne la notion de mesure et l'art. Bon. Articulation est aussi une traduction possible de artus en latin, qui est l'une des étymologies possibles du mot art en français. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans tous les cas que je viens d'évoquer? Quelque chose comme des articulations inertes qui sont toujours là et qui traversent l'histoire. De cette inertie des œuvres qui traversent l'histoire, le compte n'est jamais réglé. Comme on dit, je vais régler ton compte, ben là non, le compte n'est jamais réglé. Évidemment, je prends le mot compte également, 6 plus 6 ou bien 3 plus 3, etc. Bon. De cette inertie, le compte n'est jamais réglé, s'y loge au moins une dualité, au moins une polarité dont la tension, condition de l'énergie des lectures, ne connaît pas de relève ou de synthèse parfaite. Si donc en art, il n'est pas vraiment question ni de processus, ni d'acte, ni d'action, de quoi peut-il s'agir? Eh bien, je dirais de faits, de fabriques, qui sont en même temps des gestes ou des gestations. Alors pourquoi est-ce que je dis gestation? Il y a plein de raisons, au moins une, parce que dans les cas poétiques auxquels je viens de me référer, et je donnerai d'autres exemples tout à l'heure, il y va de phrases qui, avant d'être écrites, sont... je dis ça comme ça maintenant, il y va de phrases qui, avant d'être écrites, sont dans la portée de la langue, hein, comme on dit, la portée de la femelle dans le monde animal. Hein. Il y a quelque chose, donc il y a une gestation là. Il y a une gestation. C'est la même origine d'ailleurs, gestation, geste. Il y va de phrases qui, avant d'être écrites par un poète, se trouvent dans la portée de la langue. Certes, nous sommes habitués, accoutumés à considérer que les poèmes sont le fait des poètes dont ils font la renommée, comme si méritaient ce nom de poète ceux qui savent imposer leur volonté ou leur génie à la langue qu'ils parlent ou qu'ils écrivent. Mais je crois que les poèmes relèvent au moins autant des possibilités d'une langue, dont ils sont chacun à sa façon un appareillage par la langue elle-même acceptée et auquel, substantiellement, la langue consent. Le poète ne pourrait rien sans ces possibilités que je viens de dire. Le poète ne pourrait rien sans les possibilités de la langue. Elles sont ces possibilités matrices de la poésie. Matrice, matière, mère, mater en latin, même étymologie. En même temps que porter au monde, c'est-à-dire attester ou former ou réaliser dans une des possibilités de la matrice linguistique, les gestes de langue que sont les poèmes sont libres. Ni imposés, ni autoritaires, ils ne proviennent d'aucune nécessité ni urgence, et pour cette raison, ils ne relèvent pas des valeurs les plus habituellement reconnues aux usages et aux utilités. Mais les poèmes n'entretiennent pas davantage, ils ne font pas venir, si vous voulez, dans l'entretien, davantage ce genre de valeurs. Il aurait aussi bien pu se faire qu'ils ne se produisent pas comme ils sont. Et chacun d'entre nous, d'ailleurs, risque toujours, du fait d'occupations plus urgentes, plus vitales, moins existentielles. Je recommence. Chacun d'entre nous risque toujours, du fait d'occupations plus urgentes, plus vitales, moins existentielles,
de se trouver dispensés de les fréquenter. Donc ils ne sont pas autoritaires, ni urgents, ni nécessaires. Tous ces éléments m'autorisent à les considérer, les poèmes, comme des faits de, non pas toute technique si vous voulez, mais de cette idée de technique dont justement Aristote, le vieil Aristote, a défini la notion en disant qu'elle concerne la technique, ce qui peut être, mais qui n'est pas nécessairement. C'est ça qui dit, là aussi, une phrase lapidaire. C'est ça la technique. Ça concerne ce qui peut être. Ce qui peut être, ça peut aussi bien ne pas être. Les poèmes, par extension les œuvres, relèvent d'abord de ça, de ce qui peut être, pas de nécessité, pas d'urgence, pas vital. Voilà. Et cependant, là, traversant l'histoire, voilà. Comment nommer, quelle est la catégorie générale, si vous voulez, le nom, en catégorie ça ne va pas, quel est le nom le plus général qui puisse être donné? Je trouve, dans les mots que je connais, celui-là de technique tel que défini par Aristote, ça concerne des choses qui peuvent être, comprenant bien que si elles peuvent être, elles peuvent aussi, elles pourraient aussi, elles auraient pu aussi ne pas être. Donc elles ne sont pas nécessaires. Donc c'est un objet technique, un poème. Voilà. Nous ne sommes pas, je le sais, vous n'êtes sûrement pas, j'imagine, habitués à ce genre de propos. C'est que souvent, nous confondons la technique avec son emploi dans les logiques de subsistance, et nous ne savons pas, nous ne savons plus, ou nous ne voulons plus savoir la richesse de la notion de technique même. De même, nous ne savons pas, nous ne savons plus, ou nous ne voulons plus savoir que la traduction du mot techné dans celui d'art aura été elle-même longtemps porteuse de cette richesse ambiguë. Paradoxalement, ce qui nous affecte grandement et que peut-être nous compensons en appelant l'action à la rescousse pour penser l'art, paradoxalement, donc, ce qui nous affecte grandement, c'est une certaine épargne, une certaine économie de la technique dans son principe de variété. Mêlant, pour me faire mieux entendre aujourd'hui, les deux langues qui jouent l'une de l'autre ou l'une avec l'autre dans cette affaire, les deux langues sont la grecque et la latine, je dirais que l'enjeu pour nous, me semble-t-il, aujourd'hui encore, c'est de penser la possibilité d'un certain art de la technique. Et que l'art, c'est ça. Toujours un art de la technique. Ça nous importe peut-être plus d'essayer de penser ça, la possibilité d'un certain art de la technique, que celle d'une possible action de l'art. Fin du premier point. Vous voulez le second? Oui. Bon. Si l'art est historique, alors apparemment je change du sujet, mais en fait non. Vous finirez par le voir que je pense toujours à la même chose. Hein. Bon. Donc je me tourne d'un autre côté. Je vous ai donné une petite analyse d'un cas poétique, disons. Et là, me voici pensant à l'histoire de l'art, à la discipline qu'on appelle l'histoire de l'art. Bon, pour qu'il y ait une histoire de l'art, il faut déjà que l'art lui-même soit historique, qu'il y ait matière, si vous voulez. Alors, comment se fait-il que l'art soit historique et qu'est-ce que ça veut dire et en quel sens? Bon. Si l'art est historique, me semble-t-il, c'est parce que les objets plus couramment appelés œuvres, qui relèvent de l'historicité, par hypothèse, s'il y a donc une histoire de l'art, finalement, tout simplement, c'est parce que les œuvres qui relèvent de l'histoire de l'art ne sont pas tranquilles avec une idée de l'art qui n'est pas celle que je viens de dire dans mon premier point, mais une autre idée de l'art moins matérielle, moins matricielle, finalement moins technique et en fait plus symbolique, beaucoup plus symbolique. Il y a une autre idée de l'art qui, au fond, dit l'art, ce n'est pas de la technique, comme vous venez de dire, cher ami, dans votre premier point, mais l'art, c'est une affaire de symbolique, de signification, etc. Et je pense, je vais aller très vite, je vais être excessif, je vais quand même donner un argument dans quelques secondes, que l'histoire de l'art, de façon majeure, de façon dominante, dans sa dimension la plus classique, implique une idée de l'art qui n'est pas celle que j'ai donnée, mais avec cette idée de l'art qui est l'idée de l'histoire de l'art, si vous voulez,
Les œuvres elles-mêmes ne sont pas tranquilles. Elles la travaillent, elles la contestent au fond. Je vais donner plusieurs verbes pour dire cette idée dans quelques secondes. De cette idée, donc cette autre idée de l'histoire de cette autre idée de l'art que celle que j'ai essayé de faire entendre dans mon premier point, de cette autre idée, l'histoire de l'art, en tant que discipline du savoir, examine le développement ou le déroulé dans le temps. Elle en décrit les moments et les modalités comme s'il s'agissait toujours du même principe, évoluant bien entendu vers le contemporain et progressant jusqu'à ce stade, le contemporain. C'est que dans une certaine mesure au moins, les œuvres s'opposent, les œuvres réelles s'opposent, contestent l'idée de base, si vous voulez, qui est à l'origine de l'histoire de l'art. Dans une certaine mesure, au moins, les œuvres réelles, effectives, s'opposent, contestent le principe même, l'idée même qui est à l'origine de l'histoire de l'art, ou, c'est selon les cas, si elle ne le conteste pas, si elle ne s'y oppose pas, elle le mine. Voilà. Impossible de penser toute cette affaire, pour des tas de raisons, sans revenir à la position, ou plutôt aux positions princeps d'Aristote. Je dis position princeps en soulignant le pluriel que je mets au mot, parce que je ne suis pas certain, je l'ai dit en commençant dans mon préambule, que le philosophe soit si unilatéral qu'on a pu le croire. Et bien sûr, je vais revenir sur ce point parce qu'il est au cœur de mon propos. Mais je dis aussi, impossible de penser l'histoire de l'art sans revenir aux positions princeps d'Aristote, en soulignant cette fois le mot princeps, en ce sens qu'Aristote, le premier en effet à avoir justifié qu'on institue ce que par traduction il est permis d'appeler art, a borné classiquement depuis le début et jusqu'à aujourd'hui la réflexion. Hein. Donc, si vous voulez des cas, Jacques Rancière ne peut pas ne pas penser, développer la pensée de l'art qu'il a aujourd'hui sans évoquer Aristote, il n'y a qu'à lire. Même chose pour Agamben, j'y reviendrai. Ou, si vous voulez, des exemples tout à fait différents, les scénaristes d'Hollywood ou les scénaristes des séries que nous regardons beaucoup ont sur leur table de travail la poétique d'Aristote, il faut quand même le savoir. Et d'ailleurs, on voit très bien les choses s'enchaîner dans les dimensions scénaristiques, en effet, selon la poétique, qui n'est donc pas un texte complètement derrière nous. Or, il ne faudrait pas déduire de tout ça que tout a commencé absolument avec Aristote. Aristote prenait position dans un débat qui avait été entamé avant lui et dont les termes s'étaient, pour ainsi dire, fixés dans les textes de Platon, comme vous savez sans doute. Ces textes posaient en substance, je ne peux évidemment ici que résumer schématiquement la lecture que je fais de tout ça, les textes de Platon posaient en substance qu'il y avait une poiesis, un art de faire, une technique dont devaient se méfier ceux qui avaient de la considération, et même la plus haute considération qui soit, la plus idéale possible pour la politique. Aristote, apparemment, et c'est cette apparence qu'on a le plus souvent retenue, n'avait pas cette méfiance, il n'avait pas la même méfiance que Platon, on le connaît pour ça, à l'égard de ceux qu'on appelle les poètes. Pourtant, Aristote aussi a bien entrepris de circonscrire la vertu de la poétique qu'apparemment, donc, il soutenait contre Platon. Mais si Aristote acceptait qu'il y eût de la poésie, au sens du poiègne, des poètes au vieux sens, c'était dans une limite que résume succinctement donc sa suggestion de ne pas confondre la pertinence de la poiesis avec celle de la praxis. Nulle part il ne dit que l'une et l'autre, poiesis et praxis, aient à s'exercer dans le même espace-temps. En ce sens, il demeure platonicien. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'espace d'art chez lui non plus, au cœur de la cité, au cœur de la polis. Autrement dit, ni chez Platon ni chez Aristote, qui ont lancé pour nous, si vous voulez, toute une idée d'art qui va par ailleurs être reprise dans l'histoire de l'art, ni chez l'un ni chez l'autre, il n'est admis, même pas chez Aristote, que l'art soit politique, c'est-à-dire relève finalement de ce pourquoi le mot action est pertinent. Quant à nous, qui nous croyons loin du temps de ces questions, qu'est-ce que nous avons à l'esprit ? Apparemment, nous avons à l'esprit que l'art peut être action, qu'il doit être
plus engagé en politique que ne le pensaient les vieux Grecs, ou bien qu'il peut même être engagé comme politique, qu'il est davantage compatible en tout cas avec la notion de cité, de police, etc. Il me semble que nous pensons plutôt ça, ou que nous croyons que nous pensons plutôt ça. Bref, les vieux Grecs qui se gardaient substantiellement de politiser la notion de poiein ou de poiesis, ou par traduction d'art, et qui pouvaient en conséquence laisser à penser pour le poétique un autre champ de pertinence que l'espace de la cité, les vieux Grecs seraient pour nous bien inactuels. Or, quand nous jugeons comme nous jugeons, n'est-ce pas au nom supposé de l'art et pour défendre en quelque sorte la valeur de ce nom que nous nous prononçons? Quand nous disons, on peut dire ça très banalement, il est bon que les artistes soient engagés. Ou on peut dire plus chic, les œuvres peuvent être pensées comme des praxis. Bon, mais quand nous faisons des choses ou disons des choses comme ça, nous pensons soutenir l'idée d'art. Bon, je viens de dire, comme j'ai pu, peut-être c'était un peu brouillon, un peu confus, nous pensons soutenir l'idée d'art. En tout cas, si nous faisons ça, nous le faisons contre ceux-là même qui nous ont mis cette idée dans la tête il y a très 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 longtemps. Bon, on pourrait toujours le savoir. Mais nous soutenons, ou nous croyons que nous soutenons une idée d'art, mais considérons la réciproque. C'est-à-dire, si l'art peut être engagé en politique, est-ce que la politique peut être engagée en art? Voilà. Posons la question dans l'autre sens. Voilà. Pour qui pense l'art comme action, comme engagement par conséquent d'une visée, est-ce que la politique peut être réciproquement un art? Est-ce qu'une situation collective, un État, sont des œuvres possibles? Tout de même, il me semble que nous résistons à parler en ces termes. Et si vous voulez que je mette de la gravité dans cette question, je vous renvoie au petit texte, qui est un très grand texte de Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe, Le mythe nazi, dans lequel il me semble qu'il est établi que précisément au cœur du nazisme, il y aura eu l'idée de construire un État comme une œuvre. Donc je ne discute même pas la possibilité de penser ça, je la refuse radicalement. Alors, simplement, mon raisonnement consiste à dire, si nous pensons que l'art peut être engagé en politique, est-ce qu'on peut dégager cette question de sa réciproque? Est-ce que la politique peut être engagée en art? Il me semble que non. Et par conséquent, il me semble que nous ne pouvons pas ne pas persister à essayer de penser une distinction entre les deux registres, celui du poiein et celui du pratein, la poiesis et la praxis. S'il en est ainsi, si nous résistons à penser artistiquement la politique, c'est que l'avertissement d'Aristote et le fond platonicien de sa pensée conservent, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, une dimension de validité. Sous peine de perdre toute spécificité, le champ de l'art n'est pas, même aujourd'hui, celui de l'action, de toute action au moins. Il n'est pas même celui de la délibération, où l'agir, selon les bonnes lectures philosophiques, s'entame. Il y a action, ce qui distinguerait, si vous voulez, une action d'un acte ou d'une activité, il me semble, si je lis Aristote, c'est que l'acte, par passage à l'acte, ce n'est pas délibéré. Par définition, même dans les tribunaux. Le passage à l'acte, ça veut dire qu'on a fait quelque chose qu'on n'a pas délibéré soi-même. Une activité, c'est quelque chose qui peut se dérouler sans qu'on y pense. Par exemple, on peut très bien dire qu'il y a une activité des machines, mais une action. Pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait délibération. Voilà. Alors si je dis qu'il faut maintenir une différence entre l'œuvre et l'action, et si je dis que quand il y a action, c'est qu'il y a eu, pour au moins entamer l'agir, une délibération, dois-je penser que lorsqu'il y a œuvre, il n'y a pas délibération? Oui. Voilà. Évidemment, il faut être cohérent, il faut tâcher de penser la chose radicalement. Si, sous peine de perdre toute spécificité, le champ de l'art, je crois qu'il faut le dire, n'est pas celui de l'action, ni même celui de la délibération où, selon la philosophie la plus traditionnelle, l'agir s'entame et commence à être, si bien qu'en effet, il n'est finalement ni un acte, ni seulement une activité. Pour ma part, donc, je dirais, avec Brecht et Benjamin, au mieux, si j'ose dire, qu'une œuvre peut préparer à l'exercice politique, bon, peut-être, mais elle n'est pas politique,
ou bien je dirais, suivant des positions bien plus classiques, qu'elle est, sous certaines conditions, disposée, effectuée, de manière à réparer sentimentalement ou cathartiquement les méfaits de cet exercice. C'est une des idées que vous trouvez chez Aristote dans la poétique, me semble-t-il, que si en effet on peut soutenir qu'il est bien qu'il y ait auprès de nous, nous qui sommes par ailleurs des citoyens, des artistes, des poètes dans le vieux grec, c'est parce que les poètes en fait racontent l'histoire qui est politique, ce qui s'est passé sur un mode tel que il n'est pas lui-même politique, ce mode, mais il permet de réparer, comme je viens de dire, cathartiquement les méfaits, les malheurs qui ont été engendrés dans l'histoire effectivement politique. Alors, fin du point 2, je ne sais pas si vous avez aperçu l'unité du point. Bon, je passe au 3, mais petit à petit, ça va peut-être s'arranger. Troisièmement, bien que séparé donc du praxique, mettons que mes arguments n'aient pas été clairement formulés, au moins la thèse doit l'être. Je pose dans le point 2, moyennant un certain nombre de raisonnements, que, au fond, nous persistons quand même, au moins à un certain degré, à maintenir une séparation entre le poétique et le praxique, justement parce que l'implication du poétique dans le politique n'est pas réversible. Bien que séparé donc maintenant du praxique, le poétique, ainsi que j'ai voulu le rappeler en commençant dans mon point 1, le poétique est ouvert. S'il est ouvert, s'il peut être ouvert, c'est qu'il y va moins, j'ai essayé de le dire en substance, d'un projet qui s'effectue ou d'un génie qui se réalise que, point 1, d'une capacité matricielle. Si le poétique est ouvert, c'est précisément parce qu'il provient ou que sa matière, que son élément est une capacité matricielle. L'élément de cette capacité, ce qu'il a défini, c'est la diversité. La portée d'une matrice est indéfinie. Et même une fois la portée, telle portée mise au monde, elle demeure, ce qui a été porté au monde, le poème demeure, comme on a vu, je l'espère, interprétable. Les œuvres sont ainsi à la fois arrêtées et variables. C'est à cette idée de variation que résiste l'histoire de l'art lorsqu'elle classe, lorsqu'elle type, lorsqu'elle catégorise ou lorsqu'elle périodise. Seulement, cette histoire n'est pas histoire de tout art, mais histoire de l'art polarisée sur une idée dominante de l'art. Cette idée, certes, procède à son tour d'Aristote, mais pas de celui qui, définissant la technique, emploie dans le champ sémantique de ce mot de technique celui de poiesis et formule au passage l'avertissement qui nous rassemble cet après-midi, selon lequel il ne faut pas confondre la poiesis et la praxis. Non, l'Aristote qui est engagé, si j'ose dire, dans l'histoire de l'art, c'est l'Aristote fort complexe de la poétique, texte dont l'histoire a, de façon récurrente, considéré, je l'ai dit autrement tout à l'heure, qu'il était le premier à légitimer ce qu'en effet, elle, l'histoire, appellera art. Et que le texte n'appelle pas comme ça. Il ne peut pas, puisque le mot art est latin et que Aristote écrit en grec. Bien sûr, alors c'est ça qui est intéressant, au fond, c'est question de savoir pourquoi Aristote, qui ne peut pas prononcer le mot art, sera réputé dans la suite, et particulièrement à partir de la Renaissance, comme étant la référence pour penser tout concept d'art. Bien sûr, le texte d'Aristote n'interdit pas d'entendre la poiesis, en l'occurrence propre à la tragédie, qui est dans la poétique l'objet principal de la réflexion. Le texte n'interdit pas d'entendre cette poiesis-là, qui va servir de modèle à l'histoire de l'art par la suite, comme une technique de langage. Cette technique est supposée donner... Cette technique, c'est ça que fait Aristote. Il dit aussi, lui aussi, il dit ça dans la poétique, que la tragédie, l'écriture d'une tragédie, c'est la mise en œuvre d'une technique de langage qui doit donner à son produit, à la pièce de théâtre, si vous voulez, la tragédie, l'apparence d'une nécessité. Alors, ce qui distingue, ça je ne sais pas remettre l'image.
je suis les choses, mais très bien. Donc la technique de langage qui serait à l'œuvre par le poète légitimé, si vous voulez, dans la poétique, et qui sera la référence majeure dans l'histoire de l'art par la suite, c'est une technique de langage qui consiste à produire, Jacques Rancière le dit très bien dans sa façon de traduire les mots d'Aristote, des enchaînements. Et ces enchaînements prennent l'assistance, il vaudrait même mieux dire avec le mot anglais audience, prennent l'audience dans les raies de sa logique. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui n'est pas celle que j'ai essayé de faire jouer dans mon point 1, j'espère que je suis clair, mais il y a cette idée aussi quand même dans les textes d'Aristote, et c'est à cette idée que va s'accrocher d'une certaine manière l'histoire de l'art, que faire œuvre, c'est enchaîner un public par le fait que on ne peut pas ne pas éprouver un certain sentiment mêlé de crainte et de pitié quand on voit ce qu'on voit se déroulant sous nos yeux sur une scène de théâtre. On ne peut pas ne pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, on oblige le public à une expérience sentimentale. Bon, il y a ça dans le texte de la poétique. C'est une technique de langage, mais pas celle que je décrivais, puisque c'est une technique de langage qui a comme perspective d'enchaîner une audience sentimentalement. Toute cette lecture de la poétique, elle est apte, sans doute, à satisfaire quiconque souhaite, entre le poétique et le praxique, ne pas rompre tout lien, peut-être, mais est-ce qu'elle épuise tout le propos d'Aristote? Le texte ne maintient-il pas aussi l'idée qu'il n'y a pas, à proprement parler, action, mais imitation seulement de l'action au théâtre? Même là, dans la poétique, Aristote dit « Attendez, attendez, je ne suis pas en train de dire qu'une œuvre poétique, c'est une action, c'est une imitation d'action. » En outre, qui d'entre nous lirait par ailleurs l'éthique à Nicomaque ou la métaphysique est fondé à comprendre que dans ces textes-là, le milieu de la technique, c'est le contingent, soit ce qui n'est pas nécessairement dans l'être. Alors on a une sorte de difficulté. Chez le même auteur, Aristote, on a donc deux choses. La technique, c'est un rapport au contingent, à ce qui peut être, etc. Et pas toute poiesis, mais la poiesis dont il soutient la légitimité au théâtre, celle-là consisterait à fabriquer des objets qui obligent. Ce consisterait à fabriquer des objets qui obligent l'audience, comme je viens de dire, à un certain état sentimental. Voilà. Alors, c'est ça, cette seconde présence du poiesis dans les textes d'Aristote qui va être retenue dans l'histoire au nom de l'art, plutôt que la première. C'est ça qui est la plus classique définition de l'art, et non la première que je vous ai dite. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut penser que lorsqu'elle passe au tragique, la technique se retourne en quelque manière contre sa propre puissance ou contre sa propre capacité, elle qui est substantiellement liée au fait de mettre au monde des objets qui peuvent être, qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas obligés. Quand elle passe au théâtre, à la tragédie, etc., alors oui, elle serait la mise au monde d'objets contraignants. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Voilà. Et est-ce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, la technique serait conduite, c'est moi qui le dis, excessivement? Est-ce que l'art, l'idée majeure de l'art la plus classique, est-ce que finalement, ça n'est pas l'idée d'une conduite excessive de la technique opérée dans et pour une seule direction? Il faut qu'il y ait un effet, un certain effet sentimental. Ce qui m'intéresse dans l'avertissement suggérant de ne pas confondre le registre de la poiesis avec celui de la praxis, c'est précisément qu'il permet, au nom même d'Aristote, de ne pas souscrire à l'idée que poiesis nommerait inévitablement une sorte d'exagération, une sorte d'excès, une sorte d'élévation suprême de la technique, que les artistes seraient des techniciens hyper géniaux. Voilà. Comme on dit, moi j'aime pas les mots que j'entends autour de moi souvent, les artistes s'emparent de telle ou telle chose, de telle ou telle technique pour en faire quelque chose. Alors, ça va être autre chose que dans le quotidien. Voilà. S'emparer, c'est quand même une prise de pouvoir, cette façon de parler. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre, que l'art, ça consiste finalement à comment dire, à conduire
la technique qui est peut-être substantiellement quelque chose de beaucoup plus variable qu'on croit, a un haut niveau qui l'excède, qui est excessif. Voilà. Et à ce moment-là, en effet, on a affaire à des objets devant lesquels on est stupéfait. Bon. Donc ce qui m'intéresse dans toute cette affaire, non, ça je vous l'ai dit, oui, c'est cette idée que l'avertissement d'Aristote permet de ne pas souscrire à cette idée que la poiesis nommerait inévitablement une sorte d'exagération ou d'excès de la technique même. Ce que dit strictement cet avertissement, certes, c'est que la poiesis, parce qu'elle n'appartient pas de son fait même au registre de l'action, ne se délibère pas comme se délibère une action, mais en cela, cet avertissement ne dit décidément pas qu'elle n'est en rien variable, ni que la diversité, voire la divergence, ne soit pas son affaire possible. Au fond, il nous est substantiellement proposé d'admettre qu'existe, trouvant à être hors du champ politique, un champ technique, au moins un, où de la variation peut se déployer sans arrêt ni formule de clôture. Là est le fond, me semble-t-il, du poétique, là est son principe foncier, non pas son idée dominante, non pas l'idée qui s'en entretient particulièrement depuis qu'il y a une histoire de l'art, et que cette histoire s'est encore en quelque sorte polarisée, subrepticement d'abord chez Vasari, qui a traduit, alors pour moi c'est là que ça commence, c'est-à-dire que le premier historien de l'art, on dit que c'est Vasari. Or, il y a une petite note de Vasari qui est tout sauf, pour moi, négligeable, bien qu'elle soit en effet souvent négligée, mais dans toute cette histoire, bon, ça a été mon travail pendant des années, a consisté à finalement, en repartant de ces types de textes, de montrer qu'il y avait des références qui font remonter nombre de textes, la première théorie de l'art classique, là où se fonde l'idée d'histoire de l'art. On voit toute une série de mots qui renvoient finalement le faire plastique du côté des théories de la rhétorique jusqu'à Cicéron, etc. Ça se voit dans les mots. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que fait Vasari au tout début de son ouvrage? Il y a une petite note dans laquelle il propose benoîtement de traduire le platein grec, le plastique, le platein grec, les matrices variables, etc. Le platein grec, il propose, il dit on va traduire ça par fingere en latin. Alors, c'est pas faux parce que fingere désigne dans un de ses sens l'art du potier, le moulage, donc le fait de faire venir une forme en travaillant une matière, etc. Mais il ne peut pas ne pas savoir que fingere est aussi un mot extrêmement fréquent dans la théorie de la rhétorique de Cicéron et que c'est le même mot qui va donner fiction. Donc qu'est-ce que fait en fait Vasari, l'air de rien, quand il dit on peut traduire le platein des Grecs par le fingere latin, c'est transformer l'art plastique, une idée plastique de l'art, si vous voulez, en fiction. À partir de ce moment-là, il n'y aura d'art que si quelque chose qui est de l'ordre d'une fiction, donc d'une rhétorique, donc peu à peu finalement d'éléments qui appartiennent peu ou prou aux politiques. Il n'y aura d'art que s'il y a de la fiction, du fingere, c'est-à-dire de la fiction. Bon, dans le premier ouvrage du premier historien de l'art, vous avez ça. Voilà. Donc c'est ça que je suis en train de, si vous voulez, de reprendre, de retravailler. Bon. Au-delà de cette référence un tout petit peu savante, notre culture de la notion d'art, notre culture, par conséquent, celle qu'on a dans les musées, si vous voulez, notre culture est traversée par un jeu de rappels textuels dont, par ailleurs, comme je viens de vous le dire, je me suis efforcé dans mon travail de signaler à la fois l'existence et l'efficacité. Il serait utile, je crois, de ne pas le négliger. Il s'est forgé là, symptomatiquement, l'idée la plus classique et, à vrai dire, dominante de l'art. De cette idée, nous ne sortons pas quand nous considérons l'opération d'une œuvre comme une possible action, c'est-à-dire, alors évidemment, ce c'est-à-dire, j'ai une longue note sous les yeux, je ne vais pas vous la lire parce que le temps passe, ce c'est-à-dire mériterait beaucoup de commentaires et d'explications, mais tant pis,
si on me cherche, je vais les donner. Voilà. De cette idée, nous ne sortons pas quand nous considérons l'opération d'une œuvre comme une possible action, c'est-à-dire quand nous affilions peu ou prou son enjeu, l'enjeu d'une œuvre, à celui d'une rhétorique qui serait chargée de produire ou de maintenir, selon les cas, les esprits dans un certain état d'agir. La modernité, au sens que Baudelaire a ouvert pour le mot dans le champ artistique, elle l'a fait. Alors, dernier point. Giorgio Agamben propose, il vient de le reprendre dans le dernier livre qu'on a traduit cet automne, enfin qui est paru en français, Carman, je ne sais pas si tu l'as lu déjà, oui. Propose de désactiver, c'est son mot, la philosophie aristotélicienne de l'action, en soutenant dans cette perspective l'idée de moyens sans fin. Donc moi aussi, j'essaye de désactiver quelque chose, et en tout cas, je constate que Agamben n'est pas tranquille avec l'idée aristotélicienne de l'action. Mais il soutient dans cette perspective, il vient de reprendre dans cet ouvrage-là quelque chose qu'on trouve déjà, pas au moins 15 ans dans tel ou tel de ses textes, l'idée de moyens sans fin. Alors, je propose de dire, pour aller vite, je vais être affirmatif, je propose de dire qu'il est des choses poétiques ou poético-techniques qui ne procèdent pas d'un investissement du temps, mais qui le passent. Elles ne sont pas même moyens, ces choses. On dit, pour moi, les œuvres ne sont pas même moyens. Ni faire œuvre, ça n'est pas employer des moyens. Voilà. Elles ne sont pas même moyens, ces choses, mais faits. Alors, comme on dit du verbe faire, ça a été fait. Ce sont des faits, des choses faites. Ces choses ne sont pas des moyens, mais des faits, des fabriques faites hors de l'économie de l'escompte, faites dans le fait de faire, selon une puissance matricielle. Donc je voudrais insister sur ce point. Il me semble que les œuvres ne se font pas dans l'esprit de l'artiste génial qui imposerait sa volonté, etc. Non, l'œuvre se fait dans les capacités matricielles. C'est là que ça se passe. Voilà. Par exemple, les capacités matricielles de la langue. Bien sûr, il faut que quelqu'un s'y affaire. Voilà. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas les capacités matricielles, ce quelqu'un qui s'affaire, il ne ferait rien de poétique. Les œuvres, il y a des choses qui sont des œuvres, qui sont des faits, des fabriques faites hors de l'économie de l'escompte, et elles sont faites dans le fait de faire selon une puissance matricielle. Ces faits, alors ça m'est venu pour la conférence de cet après-midi, j'avais jamais dit ça, donc voilà. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir si j'allais le dire quand même, donc je vais le dire. Ces faits sont des passe-temps. Voilà. Les œuvres, c'est pas autre chose finalement que des passe-temps. Mais évidemment, je veux dire des passe-temps au sens ordinaire, puis aussi quelque chose qui outrepasse, si vous voulez, qui passe le temps. Hein. Ces faits, les œuvres, ces faits, ces fabriques faites dans le fait de faire selon une puissance matricielle, ce sont des passe-temps pour ce que ce mot comporte de désoccupation ou de désinvestissement du temps. Il y va, si j'ose dire, d'un décompte, soustraction au compte. Voilà. Mais ces passe-temps qui sont des décomptes, qui procèdent d'une désoccupation ou d'un désinvestissement du temps, ces passe-temps peuvent être de grande intensité, bien sûr. On ne compte pas le temps qu'on y passe quand on participe au faire. On ne compte pas le temps qu'on passe quand on fait vraiment. Voilà. Ce temps s'ouvre indéfiniment, hein, si bien que je peux me dire, tout d'un coup, je reviens à mes occupations d'homme ordinaire et je me dis, mais c'est pas croyable, j'ai passé tout ce temps à faire ça. Voilà. Bon. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la possibilité d'ouvrir un temps dans lequel l'investissement, le compte, le décompte, ça ne compte pas. Voilà. C'est des passe-temps. C'est d'ailleurs bien au fil d'une méditation sur l'être au temps de l'humain qu'Aristote a formulé sa première philosophie de la technique, celle dont je vous ai parlé dans mon point 1, fut-il par ailleurs ensuite lui-même moins disposé, dans la poétique par exemple, à soutenir cette idée-là. Alors j'ai donné, et je m'arrête là-dessus, en commençant une petite liste de poèmes que j'éprouve moi-même comme des passe-temps qui,
me faisant chacun, par leurs faits, revenir sur le premier temps de l'appréhension qui fut la mienne, hein, je crois que c'est un sonnet, puis finalement c'est plus compliqué, etc. Je reviens sur ma première appréhension. Je vous ai donné donc une petite liste de poèmes que j'éprouve moi-même comme des passe-temps qui, me faisant chacun par leurs faits revenir sur le premier temps de l'appréhension qui fut la mienne, m'ont retenu à l'occasion, trouant par accident mon temps d'homme occupé. Et pour cela, je m'en souviens. D'autres exemples, plus ordinairement inscrits au registre des arts plastiques, mais foncièrement de même nature, c'est-à-dire, à mon sens, pareillement poétiques, sont ou seraient également possibles. Je pourrais égrener ces exemples au fil d'autres souvenirs, en y ajoutant quelques passe-temps auxquels j'ai pu me livrer moi-même. Ma thèse est que la chance de pareils passe-temps est rare. Comme elle n'a pas de nécessité, comme nous n'y sommes pas obligés par le seul fait d'avoir à gagner notre vie, elle n'a jamais d'urgence. En conséquence, nous ne nous y abandonnons pas. Voilà. J'ai fini.